Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend quelqu'un inoubliable? Pas célèbre, cela c'est facile. Pas puissant, ce n'est souvent qu'une circonstance. Mais inoubliable, tellement marquant que, même après plus de 2000 ans, le monde continue à faire résonner ses idées comme si elles étaient nouvelles. C'est exactement ce qu'était Aristote. Et le plus impressionnant, ce n'est pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a déclenché. Il est né en 384 avant Jésus-Christ, à Stagir, un petit coin apparemment insignifiant du royaume de Macédoine. Mais comme tout début modeste, il y avait là plus que ce que l'on pouvait voir. Son père, Nicomaque, n'était pas un simple citoyen. Il était le médecin de la cour du roi Amyntas III. Autrement dit, Aristote a grandi entre des fioles d'herbes médicinales et des discussions sur le corps, la douleur, la guérison et la maladie. Mais plus encore, il a grandi dans un environnement où le savoir avait du pouvoir. Non seulement pour expliquer le monde, mais pour le façonner. Ce détail est fascinant. Avant d'être philosophe, Aristote était un observateur. Avant de penser le tout, il scrutait les détails. La médecine de son père n'était pas une science exacte comme aujourd'hui. C'était davantage un art qu'une certitude. Et c'est peut-être là qu'Aristote a compris que la vérité ne se crie pas. Elle chuchote, cachée dans les motifs, les répétitions et les anomalies. Très jeune, il a appris que comprendre demandait de la patience et qu'aucune question n'était trop petite. Mais le destin ne voulait pas qu'il devienne médecin. À 17 ans, orphelin de père et de mère, Aristote prit une décision qui allait changer à jamais l'histoire de la pensée occidentale. Il partit pour Athènes. Et Athènes, à cette époque, était plus qu'une ville. C'était une idée. C'était là que la philosophie, la politique et l'art fleurissaient comme nulle part ailleurs sur Terre. Et c'est là qu'il entra à l'Académie de Platon, le plus grand centre de sagesse de l'époque, fondé par le disciple même de Socrate. Imaginez un instant, un jeune provincial, au fort accent, marchant dans les jardins de l'Académie, où des géants discutaient de l'âme, de la justice, de la beauté et de l'univers. Il n'avait ni l'éclat théâtral de Platon, ni le charme mystique de Socrate, mais il possédait quelque chose que personne d'autre n'avait, une obsession pour la clarté. Là où Platon voyait des formes éternelles, Aristote voyait des catégories. Là où le maître pointait vers le ciel des idées, lui demandait « Et ici en bas, comment cela fonctionne-t-il en pratique ?» Ce petit décalage de regard, ce léger désaccord entre disciples et maîtres allait devenir une rupture colossale. Et tout changeait. Mais avant de rompre, Aristote apprit, et il apprit avec soif. Il passa environ 20 années à l'Académie. 20 années de silence actif, à noter, questionner, tester les limites de la logique et du savoir. Puis Platon mourut, et Aristote ne fut pas choisi pour lui succéder. Certains disent que cela le blessa, d'autres disent que ce fut un soulagement, car Aristote ne voulait pas être une ombre, il voulait être un soleil. Et pour cela, il devait marcher seul. Mais le monde avait d'autres projets. Le roi Philippe II de Macédoine, oui, le père d'Alexandre le Grand, appela Aristote à revenir dans son royaume pour accomplir une mission qu'aucun philosophe avant ou après lui n'a jamais reçue, éduquer le futur maître du monde. C'est exact. Aristote fut le précepteur d'Alexandre, un penseur, un marcheur, un amoureux des détails, préparant un adolescent à gouverner des empires. Et là commence l'un des plus grands paradoxes de l'histoire. Car tandis qu'Aristote croyait à la vertu comme habitude, à l'équilibre comme sagesse, à la raison comme guide de la vie bonne, Alexandre croyait en la puissance, la gloire, la conquête. Et pourtant, c'est ce professeur qui façonna le jeune roi, avec des livres, des arguments, des questions. Comment enseigner la modération à celui dont le destin est d'être sans limite? Comment parler de limite à un adolescent destiné à être illimité? Certains disent qu'Aristote échoua, qu'Alexandre devint exactement le contraire de ce que prônait son maître. Un conquérant avide, ambitieux jusqu'au bout, mais peut-être que l'échec ne fut pas celui du philosophe. Peut-être savait-il que certaines leçons ne s'apprennent pas dans la jeunesse, mais dans la vieillesse, quand il est trop tard. Peut-être Aristote sema plus qu'il ne récolta.
Et peut-être, précisément pour cette raison, a-t-il triomphé. Après sa mission en Macédoine, Aristote retourna à Athènes. Mais il n'était plus un disciple, il était un fondateur. Fort de son expérience politique et brûlant encore de philosophie, il créa son propre espace, le lycée, un lieu de pensée vivante, en mouvement. Là, la philosophie n'était pas un trône, c'était une marche, littéralement. Aristote enseignait en marchant. Il discutait, provoquait, expliquait tout en avançant entre les colonnes et les cours. C'est pourquoi ses élèves furent appelés les péripatéticiens, ceux qui marchent en pensant. Imaginez cela un instant, un groupe d'hommes marchant en cercle jour après jour, débattant des fondements de la justice, de la nature, de la logique, de l'amour, de la vie et de la mort. Pas de temple silencieux, des pas de dogmes, des dialogues. Le lycée n'était pas une école au sens moderne, c'était une communauté d'enquête. Et c'est peut-être pour cela que cela fonctionnait si bien. Là, Aristote produisit une quantité incroyable d'écrits. Mais le plus curieux, c'est que peu d'entre eux étaient des livres prêts à être publiés. C'étaient surtout des notes de cours, des résumés, des schémas, écrits pour être dits, non pour être lus. Et pourtant, ce sont ces notes en marge de la philosophie qui ont façonné la pensée occidentale pendant plus de 2000 ans. Mais le plus fascinant peut-être, ce n'est pas le contenu, c'est l'intention. Car Aristote n'écrivait jamais pour éblouir, il écrivait pour expliquer. Il voulait que le monde ait du sens. Et pour cela, il commença à diviser le tout en parties. Il classa les animaux, les régimes politiques, les émotions, les arguments, les causes et les effets. Il créa des catégories, des systèmes, des distinctions. Si Platon était un poète des idées, Aristote était un bibliothécaire du réel. Il organisa le chaos par les mots. Et alors se pose la question, pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Pourquoi passer des nuits entières à chercher la différence entre substance et accident, entre puissance et acte, entre forme et matière ? La réponse se trouve peut-être dans ce qu'il a vu dans le cabinet de son père. La vie est complexe. Et la seule manière de ne pas s'y perdre, c'est de créer des cartes. Aristote fut avant tout un cartographe de l'existence. Mais ne croyez pas que cela le rendait froid. Bien au contraire, ses textes sont passionnés, non dans le ton, mais dans la persévérance. Il revient, il réexplique, il affine, il redessine. Comme quelqu'un qui sait qu'il lutte contre le temps, contre l'oubli, contre la tentation de la superficialité. Il savait que la vérité ne s'impose pas, elle se construit, brique par brique, paragraphe par paragraphe. Et c'est ainsi, pas à pas, mot après mot, qu'Aristote est devenu le philosophe. Pas un philosophe, pas le disciple de Platon, pas le précepteur d'Alexandre, mais le philosophe, avec une majuscule. En latin médiéval, c'était son titre, nul besoin de nom, car s'il y avait la philosophie, il y avait Aristote, et inversement. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de penseurs méritent une telle révérence? Combien ont traversé les empires, les religions, les régimes, les siècles, et restent encore pertinents, vivants, utiles? Aristote n'a pas seulement été commémoré, il a été utilisé par les chrétiens et les musulmans, par les scientifiques et les théologiens, par les juristes et les politiques. Chaque époque l'a lu à sa façon, mais aucune ne l'a ignoré. Et tout cela a commencé là, dans un royaume obscur, avec un garçon qui posait trop de questions, un jeune homme qui ne se satisfaisait pas des idées du maître, un professeur qui préférait marcher plutôt que s'asseoir. Aristote fut beaucoup de choses, mais par-dessus tout, il fut un provocateur, pas au sens moderne de celui qui fait scandale, mais au sens ancien de celui qui provoque la pensée, celui qui dérange, celui qui invite à la clarté. Et la grande question qu'il nous laisse est celle-ci. Que faites-vous de votre propre curiosité? La bâillonnez-vous avec des distractions et des certitudes toutes faites? Ou l'alimentez-vous comme on arrose une graine? Car s'il y a une leçon profonde dans la vie d'Aristote, c'est celle-ci. La sagesse ne naît pas de la certitude, elle naît de l'inquiétude. Et si Aristote a commencé son chemin par des questions, alors il est juste que nous terminions cette partie par une question.
Après tant de siècles, sommes-nous encore capables d'apprendre à mieux vivre en tant qu'individu et en tant que société, en écoutant un homme qui ne voulait que comprendre le monde, en marchant en rond? Il y a une question qui peut sembler simple, presque enfantine, mais qui porte une puissance dévastatrice. Comment ça fonctionne? C'est le genre de question que la plupart des gens abandonnent tôt dans la vie. On grandit, on s'occupe, on apprend à survivre et on finit par troquer la fascination du fonctionnement des choses contre une fatigue fonctionnelle. Le monde devient un donné, pas une découverte. On accepte que le micro-ondes chauffe, que le tournesol suive le soleil, que le chat retombe toujours sur ses pattes, mais on ne se demande plus pourquoi. Et c'est là que l'on commence à mourir de l'intérieur. Aristote n'acceptait pas cela. Si l'on a vu précédemment son parcours en tant que maître d'Alexandre et fondateur du lycée, on plonge maintenant dans ce qui le motivait avec le plus d'intensité, une faim insatiable de comprendre le monde. Pas comprendre au sens mystique, transcendantal ou philosophie, avec un grand P. Non, comprendre dans le sens le plus direct. Comprendre, cartographier, nommer, expliquer, catégoriser, observer, tester, réévaluer. Il voulait savoir pourquoi un embryon se forme de cette manière. Pourquoi certaines plantes fleurissent dans un sol donné et dépérissent dans un autre. Comment les calmars se reproduisent, comment le vent se déplace, pourquoi certaines personnes rient dans une situation et d'autres pleurent, pourquoi la justice fonctionne dans un pays et échoue dans un autre. Rien n'était trop petit pour lui, rien n'était trop évident pour être ignoré. Et c'est là qu'Aristote se distingue de la plupart des grands penseurs de son époque. Alors que Platon cherchait des vérités dans le ciel des idées, Aristote avait les pieds et les yeux sur terre. Il ne voulait pas simplement théoriser la réalité, il voulait la comprendre dans ses moindres détails. En ce sens, il fut le tout premier véritable scientifique. Et si cela te paraît exagéré, pense à ceci. Aristote a écrit sur la biologie, la physique, la logique, la politique, l'éthique, l'astronomie, la météorologie, la zoologie, la rhétorique, la poétique, la psychologie, l'économie domestique, l'anatomie, la reproduction animale, la mémoire, le sommeil, les rêves, le mouvement, le temps, l'amitié, le bonheur, le langage, la musique et l'âme. Et il ne l'a pas fait en tirant dans toutes les directions. Il l'a fait parce qu'il croyait que tout est lié, que comprendre une chose, vraiment la comprendre, c'est commencer à comprendre le tout. Il n'existe aucun savoir inutile, aucune curiosité futile. Tout a son importance, parce que tout est vivant. Imagine ceci, tu marches dans un jardin et tu vois un arbre. La plupart des gens passent sans s'arrêter. D'autres s'arrêtent et disent « il est beau ». Quelques rares personnes demandent « quelle espèce est-ce » Mais Aristote ferait un inventaire. Il observerait la forme des feuilles, l'épaisseur du tronc, la manière dont les racines se répartissent, le type de sol, la réaction de l'arbre à la lumière, la fréquence de floraison, la façon dont il attire les insectes. Et ensuite, il se demanderait, tous les arbres de cette espèce se comportent-ils ainsi, ou seulement celui-ci? Et pourquoi? Peux-tu imaginer quelqu'un comme ça aujourd'hui? Un influenceur digital qui, au lieu de vendre des formations, vendrait des questions? Quelqu'un qui ne cherche pas à faire le buzz, mais à comprendre? Quelqu'un qui dirait « je ne sais pas, mais je veux découvrir » Cela semble utopique, mais c'était exactement ce que représentait Aristote. Et c'est peut-être pour cela que son œuvre reste aussi urgente aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde où savoir, c'est performer. On fait semblant de comprendre pour ne pas paraître idiot. Mais au fond, nous avons tous peur d'admettre « je ne sais pas comment cela fonctionne ». Mais Aristote n'avait pas peur de l'ignorance. Il la respectait, il la traitait comme point de départ. Et plus encore, il croyait que apprendre est une forme de justice. Oui, de justice. Parce que pour Aristote, ignorer le fonctionnement du monde est une injustice envers la vie elle-même. Vivre sans chercher à comprendre, c'est gaspiller le don de la raison. C'est vivre en dessous de son potentiel. C'est marcher dans le noir avec une torche allumée à la main sans jamais l'allumer.
Et c'est là que sa philosophie devient profondément personnelle. Pense à toutes ces fois où tu as renoncé à comprendre quelque chose parce que cela semblait trop compliqué. À toutes les fois où tu as accepté une règle, une norme, un ordre, un fonctionnement sans poser de questions. C'est comme ça, te dit-on. Et toi, fatigué, tu acquiesces. C'est comme ça. Mais Aristote te pousse du coude. Il te provoque. Il te demande « Mais pourquoi est-ce comme ça? Qui l'a décidé? Qu'est-ce qui soutient cela ?» C'est ça, la flamme du véritable savoir. Et elle brûle aussi en toi, même si elle est étouffée, même si elle sommeille, même si elle a été oubliée sous le poids des obligations du quotidien. Tu sais ce moment où tu te demandes pourquoi tu es fatigué alors que tu as bien dormi? Ou pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir une longueur d'avance sans être les plus intelligentes? Ou pourquoi tu répètes les mêmes erreurs émotionnelles depuis des années? Aristote regarderait cela avec fascination, pas avec jugement. Il chercherait des motifs, des causes, des structures. Il ne dirait pas « tu es comme ça », il dirait « étudions cela ». Parce que pour lui, la réalité est un champ d'expérimentation et l'être humain est un laboratoire vivant. Quand il étudiait les animaux, et il en a étudié des centaines, ce n'était pas pour les classer et passer à autre chose, c'était pour comprendre ce qu'ils ont en commun et ce qui les distingue, ce que cela dit sur la vie, la survie, la beauté de l'adaptation. Il a disséqué des dizaines d'espèces de ses propres mains. Et il a écrit des pages et des pages sur les caractéristiques de chacune. Il n'y avait pas de zoo, pas de microscope, seulement l'œil humain. Et pourtant, il a vu plus que nous tous réunis avec toute notre technologie. Mais la vraie génialité d'Aristote réside peut-être dans quelque chose de plus simple encore. Il croyait que comprendre le monde nous rend meilleurs. Et ce n'est pas une métaphore. Il croyait réellement que comprendre comment fonctionne le monde, depuis la croissance d'un arbre jusqu'au mécanisme de l'amitié, nous aide à vivre de façon plus juste, plus équilibrée, plus humaine. La philosophie, pour lui, n'était pas un luxe académique. C'était un outil de vie, une lampe, une carte, une boussole, une planche de salut. C'est pour cela qu'il écrivait comme il écrivait. Ses textes ne sont pas fleuris ni séduisants. Ils sont objectifs, directs, rationnels, parfois même secs. Mais parce qu'il ne voulait pas impressionner, il voulait transmettre. Il écrivait comme quelqu'un qui veut que tu comprennes, comme quelqu'un qui te respecte assez pour ne pas tourner autour du pot. Et tu le ressens. Tu le ressens quand tu lis ses descriptions du comportement humain, quand il parle des raisons pour lesquelles les gens se trompent, quand il dit que personne ne naît vertueux, que tout le monde apprend à s'améliorer, en se trompant, en essayant, en chutant et en se relevant, et que tout cela fait partie de la nature. Ce n'est pas une erreur, c'est un processus. C'est peut-être pour cela qu'Aristote ne méprisait jamais les petites choses. Il ne croyait pas qu'il y ait des sujets indignes d'attention. Pour lui, tout ce qui existe mérite d'être compris. Parce que tout ce qui existe influence notre manière de vivre, directement ou indirectement. Et cela vaut autant pour les étoiles que pour les couverts. Donc, si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas comprendre ton travail, ton corps, tes émotions, tes choix, bienvenue dans le monde d'Aristote. C'est exactement le point de départ. Et ce n'est pas un échec. C'est un commencement, une invitation, un appel. Parce qu'Aristote croyait profondément que le savoir est disponible pour qui le cherche avec honnêteté, sans arrogance, sans précipitation, sans masque. Et c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui. On vit dans une époque de surinformation et de sous-compréhension. On consomme du contenu, mais on ne l'intègre pas. On apprend des concepts, mais on ne les relie pas. On répète des phrases chocs, mais on ne formule pas de vraies questions. Et Aristote serait désespéré. Pas parce que nous sommes bêtes, mais parce que nous sommes distraits, trop distraits pour regarder une plante pousser, un animal bouger, un ami pleurer, un argument bancal, un schéma qui se répète, une erreur qui revient. Et c'est là que la philosophie aristotélicienne devient une urgence. Si l'on veut mieux vivre, il faut réapprendre à regarder, à voir vraiment, à se demander comment ça fonctionne, pas seulement dehors, mais en nous-mêmes.
Parce que s'il nous reste une seule leçon d'Aristote, c'est celle-ci. Ne pas accepter l'obscurité par habitude, choisir la lumière, même si elle éblouit au début. Et maintenant, vient la dernière question. Es-tu prêt à réapprendre à voir? Parce que si oui, alors tu as déjà fait le premier pas. Tu es déjà, sans le savoir, un péripatéticien moderne. Quelqu'un qui pense en marchant, qui cherche du sens dans le chaos, qui rejette les réponses toutes faites, qui préfère la curiosité au cynisme. Et si cette vidéo t'a poussé à réfléchir, ne serait-ce qu'à douter qu'il y ait plus à comprendre que ce qu'on accepte d'ordinaire, alors la marche ne fait que commencer. Si cela t'a parlé, inspiré ou simplement touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pas pour l'algorithme, pas pour les chiffres, mais parce qu'ici, on ne donne pas des réponses rapides. On allume des questions durables. Like la vidéo, partage-la à ceux qui, tu le sais, ont besoin de retrouver leur curiosité. Et commente ici en bas, quelle est la question que tu as arrêté de poser et que tu veux maintenant reprendre? Le monde attend tes questions. Et Aristote sourirait probablement en apprenant que tu demandes encore comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Pas une vie confortable, ni une vie de gloire, encore moins une vie qui fonctionne, simplement. Mais une bonne vie, de celles qui, même pleines de défis, sont vécues avec un sens de but et de plénitude. Une vie qui, lorsqu'on la regarde en arrière, porte plus de sens que de regrets. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui construit réellement cela? Aristote a passé une grande partie de son existence à essayer d'y répondre. Et sa réponse, loin d'être une formule magique, est une enquête profonde, humaine, inquiète. Il ne voulait pas seulement savoir ce que les gens disent être le bonheur. Il voulait comprendre pourquoi certaines vies s'épanouissent et d'autres fanent, même dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui, au fond, distingue une existence accomplie d'une existence simplement supportée? C'est ce qui a donné naissance à l'un de ses plus grands ouvrages, l'Éthique à Nicomaque. Le nom vient de son fils, Nicomaque, qui aurait édité le manuscrit, ou peut-être d'un de ses disciples directs. On ne sait pas exactement. Mais le contenu est indéniable, un traité sur comment bien vivre, pas juste vivre, vivre bien, mais qu'est-ce que bien? La première rupture d'attente que nous offre Aristote est simple et déroutante. Le bonheur pour lui n'est pas une émotion, ce n'est pas être joyeux, ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas un plaisir constant. C'est quelque chose de plus subtil et de plus exigeant. C'est une activité de l'âme en accord avec la vertu. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Il nous dit que le bonheur ne se trouve pas dans un moment, mais dans une manière de vivre. Il réside dans la façon dont vous agissez jour après jour, de manière répétée. Il se trouve dans le type de personne que vous devenez, pas dans ce que vous ressentez. Le bonheur n'est pas une récompense, c'est une construction. Combien de fois avez-vous cru que vous seriez heureux quand quelque chose arriverait? Quand vous achèteriez une maison? Quand vous auriez un emploi, quand vous rencontreriez quelqu'un, quand vous auriez plus d'argent, et quand ces choses sont arrivées, si elles sont arrivées, combien de temps ce bonheur a-t-il duré? C'est précisément là qu'Aristote veut en venir. Si le bonheur peut disparaître aussi vite qu'il est venu, alors peut-être qu'il ne réside pas dans ce que l'on obtient, mais dans ce que l'on cultive. Mais cultiver quoi? Les vertus. Un mot difficile, presque oublié, non? On parle beaucoup de succès, mais peu de vertu. On parle de charisme, mais presque jamais de caractère. Aristote fait le chemin inverse. Il dit « Observe les bons, ceux qui vivent avec dignité, courage, équilibre. » Que partagent-ils en commun? Et là, il cartographie, il liste, il explore. Et il identifie 11 vertus principales. Le courage, la tempérance, la libéralité, la magnificence, la magnanimité, la juste fierté, la patience, la véracité, l'esprit plaisant, l'amitié, la modestie. Mais le plus intéressant n'est pas cette liste en soi, c'est la manière dont il pense chaque vertu, car pour Aristote, toute vertu est un juste milieu entre deux vices, deux extrêmes. Et c'est là que son éthique prend vie. Vous avez déjà connu quelqu'un de lâche? De ceux qui fuient tout, qui évitent le conflit à tout prix, qui vivent dans la peur constante? C'est un extrême.
Et maintenant pensez à quelqu'un d'imprudent, qui fonce dans tout sans réfléchir, qui confond courage et inconscience. C'est l'autre extrême. La vertu pour Aristote est au milieu. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action, malgré la peur. Ce n'est ni fuir, ni se jeter dans le vide. C'est agir avec sagesse face au danger. Et cela s'applique à tout. Prenons l'esprit plaisant, ce qu'on pourrait appeler un sens de l'humour vertueux. C'est le juste milieu entre le bouffon et le grossier. Le bouffon rit de tout, sans filtre. Il blesse, cherche le rire à n'importe quel prix. Le grossier, à l'inverse, ne comprend pas l'humour. Il se vexe de tout, il se ferme. La vertu, être drôle avec délicatesse, avoir de l'esprit avec respect, savoir rire avec et non d'eux. Cette structure, qu'Aristote appelle la mésothé, le juste milieu, n'est pas de la rigidité. C'est un équilibre vivant, un idéal qui exige observation de soi, ajustement, erreur, recommencement. Aristote savait que personne ne naît vertueux. La vertu est une habitude, et comme toute habitude, elle demande de la pratique. Et voici le point le plus beau et le plus libérateur de son éthique. Vous pouvez changer. Peu importe si aujourd'hui vous êtes impatient, menteur, vaniteux ou colérique, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'une tendance que l'on peut rediriger. Avec effort, oui. Avec des essais, des échecs, des reprises. Mais c'est possible. Parce que le caractère se forme et se reforme. Mais alors, si la vertu peut s'apprendre, que faut-il aux mauvaises personnes? Et Aristote donne une réponse surprenante. Pas de punition, mais de bons enseignants. Oui, selon lui, les gens mauvais ne sont pas naturellement pervers. Ils ont été mal formés, ils ont eu de mauvais exemples, peu de stimulation, aucun repère. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas seulement de prison ou de répression, mais d'éducation, de guidance, d'opportunités pour apprendre ce qu'ils n'ont jamais vu. Et ça change tout. Imaginez si nous traitions les erreurs non seulement comme des crimes à punir, mais comme des manques à combler. Si nous voyons l'autre non comme un ennemi moral, mais comme quelqu'un qui n'a pas encore découvert la bonne vertu. Serait-ce naïf? Peut-être. Mais Aristote y croyait, et il y voyait un futur plus juste. Maintenant, respirez, et demandez-vous, quels sont vos extrêmes? Vous fuyez les conflits, ou vous les affrontez comme des guerres, vous riez des douleurs des autres? Ou êtes-vous si sérieux qu'on vous croit froid? Vous êtes généreux à vous perdre? Ou si rigide que vous n'aidez jamais personne? Où est votre juste milieu? Peut-être que vous n'y avez jamais réfléchi. Et c'est pour cela que cette éthique est si puissante, parce qu'elle vous invite à regarder à l'intérieur avec compassion, sans culpabilité, sans autoflagellation, juste avec honnêteté. Et vous commencez à voir que le bonheur, le vrai, n'est pas une émotion. C'est un mode de vie, un chemin construit par de petits choix, quotidiens, invisibles. C'est le silence face à la provocation, l'aide offerte sans chercher la reconnaissance, la limite posée avec fermeté et respect, la parole dite avec clarté et douceur, le rire partagé avec celui qui en a besoin, l'écoute offerte sans jugement. Voilà, dit Aristote, ce que c'est bien vivre. Et voici le dernier coup de sa philosophie. Personne ne vit bien tout seul, parce que la vertu ne se manifeste que dans la relation avec l'autre. Le courage, la générosité, la loyauté, la patience. Rien de cela ne se montre dans le vide. Vous ne pouvez être vertueux qu'en interaction. Et c'est pour cela que l'éthique et la politique, chez Aristote, sont liées. Parce que bien vivre, c'est aussi construire une meilleure cité. Un monde où les gens sont plus vertueux, où la justice fleurit, où le bien commun devient possible, non par utopie, mais par pratique, par habitude, par choix. Alors, la vraie question n'est pas « êtes-vous heureux ?» mais bien « cultivez-vous votre bonheur ?» Vous exercez-vous aux vertus? Observez-vous vos extrêmes? Apprenez-vous de vos erreurs? Êtes-vous entouré de bons maîtres ou au moins en train de les chercher? Parce que si la réponse est « pas encore », c'est très bien. Vous êtes déjà sur le chemin. Vous vous posez des questions. Vous avancez.
Et comme tout bon péripatéticien, vous marchez. Et si cette vidéo vous a aidé à faire un pas dans cette direction, si quelque chose ici vous a touché, alors ne vous arrêtez pas là. Il y a encore beaucoup à venir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à marcher avec nous. Car ici, nous ne donnons pas de formule, nous semons des questions. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de repenser ce que c'est que bien vivre et dites-nous en commentaire quelle vertu souhaitez-vous le plus cultiver dans votre vie. Souvenez-vous, la bonne vie n'arrive pas, elle se construit. Et Aristote a déjà tracé le plan. La seule question est, allez-vous commencer? As-tu déjà pleuré pour quelque chose dont tu savais que c'était un mensonge? As-tu déjà senti ta gorge se nouer en voyant souffrir un personnage de fiction, tout en sachant qu'il n'existe pas? Es-tu déjà sorti d'un film avec cette sensation étrange que quelque chose en toi avait été remué, réorganisé, presque purifié? Aristote trouverait cela absolument naturel. En réalité, il trouverait cela essentiel. Car qu'est-ce que l'art? Un divertissement, un passe-temps, une esthétique, un luxe? Pour Aristote, non. Pour lui, l'art, et en particulier le théâtre, avait une fonction presque médicale, une sorte de chirurgie invisible qui nettoyait les émotions du spectateur. Une opération silencieuse, faite de mots, de gestes et de tragédies. Oui, des tragédies. Car dans l'Athènes antique, le divertissement de masse, c'était le sang, la douleur et le destin. C'était Oedipe qui s'arrachait les yeux après avoir découvert qu'il avait tué son père et épousé sa mère. C'était Antigone, enterrée vivante pour avoir défié les lois humaines au nom des lois divines. C'était Médée, tuant ses propres enfants par vengeance. Et le plus surprenant, c'est que des milliers de personnes allèrent voir cela ensemble, en plein air, comme on va à un concert. Des familles entières assises sous le soleil pour assister à une mise en scène du malheur. Pourquoi? C'est la question à laquelle Aristote s'est attaqué dans sa poétique, son analyse de la tragédie. Et la réponse qu'il a donnée a une beauté qui traverse les siècles. L'art sert à produire une catharsis. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le mot grec catharsis signifie purification, nettoyage. Et c'est précisément ce que fait la tragédie, selon Aristote. Elle purifie, elle vide, elle réorganise. Par la peur et la pitié que nous ressentons pour les personnages, nous nous connectons à quelque chose de plus profond et nous en ressortons plus légers, plus lucides, moins confus quant à ce que nous ressentons. Et pourquoi? Cela te semble exagéré? Ce ne l'est pas. Combien de fois as-tu porté en toi des sentiments difficiles que tu ne savais pas exprimer? Des angoisses, des colères, des tristesses impossibles à dire, mais qui sortent en larmes devant un film, en frissons pendant une chanson, dans le silence gênant après une scène de théâtre? Aristote a compris cela avant même que la psychologie n'existe. Il a vu que l'âme humaine est un champ de bataille, que nous vivons remplis d'émotions contradictoires, mal formulées, mal digérées. Et que l'art, lorsqu'il est bien fait, ne nous distrait pas de la douleur, il nous y conduit et nous apprend à la traverser. Comment? Par l'exemple, par l'histoire, par ce qu'il appelle péripétie et anagnorèse. Des termes étranges, oui, mais tu as déjà vécu ça. La péripétie, c'est le retournement du destin. Quand tout allait bien et que soudain, tout change. L'amour devient perte, le héros devient traître, l'ascension devient chute. C'est le moment où la vie, qui semblait maîtrisée, montre les dents. Et tu ressens dans ta chair le choc du basculement. L'anagnorèse, c'est la reconnaissance, la révélation. L'instant où le personnage comprend quelque chose de crucial, sur lui, sur les autres, sur le monde. Et ce qui rend cela tragique, c'est que cette révélation arrive trop tard. Le mal est déjà fait. Le destin est déjà scellé. Un exemple moderne? Pense à Titanic. Jack gagne l'amour de Rose. Un jeune artiste sans le sou, mais plein de vie. Ils dansent, rient, se livrent l'un à l'autre. Tout va bien. Puis, l'iceberg, l'eau, la panique, la péripétie.
Et à la fin, quand Rose réalise l'ampleur de l'amour et de la perte, voilà l'anagnorèse. Mais Jack est déjà parti. C'est ainsi que fonctionne la tragédie. Et pourquoi cela nous purifie-t-il? Parce qu'elle nous fait ressentir pour autrui ce que nous ne savons pas ressentir pour nous-mêmes. Elle déplace le traumatisme. Elle permet l'empathie. Elle nous aide à comprendre. Mais Aristote va plus loin. Il affirme que les tragédies nous éduquent émotionnellement. Oui, car selon lui, l'une des erreurs les plus fréquentes des humains est de ressentir la peur et la pitié de manière incorrecte, c'est-à-dire avoir peur de ce qui ne mérite pas la peur et ne pas avoir peur de ce qui le mérite, avoir pitié de ceux qui n'en ont pas besoin et mépriser ceux qui en ont le plus. Et la tragédie réorganise cela. Elle nous montre que les gens bons souffrent aussi, qu'une petite erreur peut détruire une vie entière, que se tromper ne signifie pas être mauvais, qu'il y a dans la fragilité humaine quelque chose de profondément touchant. Et c'est pourquoi, après une pièce, tu ressors changé, parce que tu as vu quelqu'un qui aurait pu être toi, échouer, lutter, s'effondrer, et tu y as survécu par reflet. Mais cela pose une question importante. Consommons-nous encore l'art comme tragédie, ou juste comme distraction? Combien de fois t'es-tu réfugié dans une série juste pour ne pas penser? Combien de chansons écoutes-tu pour t'anesthésier et non pour ressentir? Combien d'histoires sont écrites pour vendre et non pour transformer? Aristote n'aurait jamais accepté l'art comme sédatif. Pour lui, l'art est un remède. Il peut être amer, mais il soigne. Il soigne la confusion. Il soigne l'insensibilité. Il soigne l'indifférence. C'est pourquoi il valorisait autant la structure, l'intrigue, la cohérence interne du récit, la logique émotionnelle des personnages. Il n'acceptait ni les fins faciles, ni les raccourcis paresseux. Le but n'était pas de plaire, mais de conduire à la vérité, une vérité émotionnelle que nous ne parvenons souvent à toucher qu'à travers l'autre. Et cela est toujours valable aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un brisé sur scène et que ta poitrine se serre, c'est la catharsis. Quand tu vois une injustice frapper un personnage et que ton sang bout, c'est une reprogrammation morale. Quand tu comprends qu'une erreur venait d'un malentendu et non de la méchanceté, c'est la compassion apprise. L'art, en ce sens, est un miroir, mais pas un miroir de surface, un miroir profond, qui reflète ce que nous refusons de voir, qui nous oblige à regarder, qui nous renvoie, non pas comme nous sommes, mais comme nous pourrions être, ou comme nous pourrions échouer à devenir. Et c'est là la puissance la plus dangereuse et la plus nécessaire de l'art. Il nous humanise. Dans un monde de plus en plus fonctionnel, technologique, impersonnel, l'art est un rappel de notre condition la plus fondamentale, la vulnérabilité. Il nous rappelle que nous faisons tous des erreurs, que nous souffrons tous, que nous avons tous peur, que nous cherchons tous un sens. C'est pourquoi Aristote défendrait le théâtre, le cinéma, la littérature avec acharnement. Il dirait « protégez les conteurs », car ce sont eux qui maintiennent le cœur humain en vie. Mais cela soulève une autre question. Quel genre d'histoire consommes-tu ? Sont-elles des histoires qui t'élèvent ou qui t'écrasent, qui t'ouvrent ou qui t'abrutissent, qui te purifient ou qui ne font que t'endormir? Parce que toute œuvre ne produit pas de catharsis. Certaines ne font que renforcer les stéréotypes, la peur ou l'indifférence, et Aristote t'inviterait à choisir mieux, non par morale, mais pour ta santé émotionnelle, car ton âme, comme ton corps, a besoin d'être nettoyée de temps en temps. Elle a besoin de pleurer, de ressentir, de comprendre ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et la tragédie, la bonne tragédie, fait cela. Alors il est peut-être temps de changer ta playlist, ta liste Netflix, ta manière de consommer le contenu. Car au fond, ce qu'Aristote nous dit, c'est « seuls ceux qui apprennent à ressentir savent vraiment ressentir ». Et cela ne vient pas avec l'âge, cela vient avec la pratique, avec l'art, avec la réflexion, avec la disposition à regarder la souffrance non comme quelque chose à fuir, mais comme quelque chose à comprendre. Car, comme le dit la tragédie, c'est souvent après la chute qu'on comprend ce qui tenait vraiment notre vie debout.
Personne ne nous apprend à avoir des amis. L'école nous apprend à être en compétition. La famille nous apprend à obéir. La société nous apprend à paraître. Mais l'amitié, elle est laissée au hasard. On s'attend à ce qu'elle arrive, qu'elle surgisse, qu'elle fleurisse toute seule. Mais une amitié véritable n'est-elle vraiment par hasard? Ou bien, comme tout ce qui compte, demande-t-elle elle aussi un soin, une culture? Aristote ne faisait pas que valoriser l'amitié. Il la considérait comme essentielle à une vie bonne. Dans son œuvre éthique à Nicomaque, il consacre non pas un, mais deux livres entiers à la question de l'amitié. Et non pas par sentimentalisme, mais parce qu'il avait compris ce que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Nul ne devient vertueux seul. Cela vous semble exagéré? Alors réfléchissez. Quand avez-vous été, pour la dernière fois, meilleur grâce à quelqu'un? Meilleur, non pas par prestige, mais par conscience, par courage, par bonté. La présence de cette personne vous élevait, vous faisait rire plus sincèrement, vous faisait réfléchir sans vous humilier, vous faisait grandir sans vous comparer. Voilà ce qu'est la véritable amitié. Mais fidèle à son regard analytique, Aristote ne s'est pas arrêté à la beauté poétique de la relation. Il a voulu en comprendre les types, les finalités, les risques. Et il a classé l'amitié en trois formes fondamentales. L'amitié par utilité, l'amitié par plaisir et l'amitié par vertu. La première, la plus courante, est fondée sur l'intérêt. Elle existe tant qu'elle est utile. On aide parce qu'on reçoit quelque chose en retour. Un contact, un avantage, une solution. Ce n'est pas faux, mais c'est instable. Dès que l'intérêt disparaît, l'amitié s'éteint avec lui. La seconde est plus légère, elle est fondée sur le plaisir, sur la convivialité agréable. Ce sont des personnes qui s'amusent ensemble, qui s'apprécient, qui partagent de bons moments. Mais pas nécessairement de la profondeur. Ce sont des compagnons de fête, de voyage, de fou rire. Et souvent, quand le rire s'efface, le lien aussi. Mais la troisième est rare. C'est l'amitié par vertu. Celle où vous n'êtes pas avec l'autre pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Où le bien de l'autre est voulu pour lui-même. Où la croissance mutuelle est un objectif. Où il y a un miroir, mais aussi un phare. De la vérité, mais aussi du pardon. Ce lien n'est ni passager ni commode. Il est profond, exigeant et transformateur. Et c'est là qu'Aristote surprend. Il ne dit pas que ce type d'amitié est fréquent. Au contraire, il admet qu'il est rare. Mais il affirme, c'est cela, la véritable amitié. C'est celle-là qui vaut la peine d'être recherchée. Non pas parce qu'elle procure du plaisir, mais parce qu'elle nous rend meilleurs. Des études contemporaines confirment l'intuition d'Aristote. Une recherche de l'université de Harvard, commencée en 1938, a suivi plus de 700 hommes pendant 75 ans pour comprendre ce qui rend réellement une vie heureuse. Le résultat, ce sont les bonnes relations, en particulier les amitiés profondes, qui sont le facteur le plus déterminant du bonheur et de la longévité. Ni l'argent, ni le succès, ni la célébrité, mais le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et pourtant, nous vivons à l'ère de la solitude. Une étude réalisée en 2021 par le groupe Cigna a révélé que plus de la moitié des adultes aux États-Unis se déclarent seuls. Et ce paradoxe, jamais nous n'avons été aussi connectés, et pourtant aussi éloignés. L'amitié est devenue une notification, un like est devenu une marque d'affection, un emoji, une conversation. Mais est-ce vraiment un lien, ou seulement une illusion de compagnie? Aristote nous alerterait, l'amitié demande une présence réelle, du temps partagé, une écoute profonde, un échange de vertus, une confrontation bienveillante, et tout cela devient de plus en plus rare. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'une amitié véritable nous met à nu. Contrairement à l'amour romantique, elle ne repose pas sur des promesses, pas de cérémonie, pas d'exclusivité, mais elle exige quelque chose de plus rare encore, l'authenticité. Être ami, c'est être vu, sans filtre, sans mise en scène, sans scénario. Et être vu, réellement vu, cela fait peur. Combien de fois avez-vous caché quelque chose à un ami par peur du jugement?
Combien de fois avez-vous fait semblant d'aller bien pour ne pas paraître faible? Combien de fois avez-vous avalé vos vérités de peur de rompre un lien fragile? L'amitié par vertu ne tolère pas ce théâtre. Elle vous invite à être entier et vous oblige à voir l'autre dans son entièreté aussi, avec ses défauts, ses cicatrices, ses ombres, mais aussi sa lumière. Car c'est là que réside la puissance de l'amitié. Elle révèle ce que vous cachez, même à vous-même. Vous voulez savoir qui vous êtes? Regardez avec qui vous marchez. Regardez comment vous vous comportez avec eux, ce que vous taisez, ce que vous révélez, ce que vous permettez. Les amis sont des miroirs vivants. Ils montrent ce que nous sommes et aussi ce que nous pouvons devenir. Et cela a des conséquences, car une véritable amitié vous transforme, pas par obligation, mais par contagion. Vous commencez à rire différemment, à parler autrement, à voir le monde avec plus de clarté, à douter de certitudes qui semblaient jadis inébranlables, à rêver de rêves que vous n'osiez pas formuler, parce que l'autre vous prête sa vision. Mais voici le conflit. Le voulons-nous vraiment? Dans un monde de vitesse, de compétition et de comparaison, sommes-nous prêts à faire de la place pour ce type de lien? Ou est-il plus facile de tout garder en surface? De sourire dans le groupe WhatsApp tout en cachant la douleur? De poster des photos ensemble sans jamais demander vraiment « Et toi, comment tu vas ?» Vraiment? Aristote dirait que sans véritable amitié, la vie est plus petite, littéralement. Parce que vous restez enfermé en vous-même. Et l'humain, le bon humain, a besoin de l'autre pour s'élargir, pour se rappeler qu'il est imparfait, mais aussi capable, incomplet, mais aussi infini en potentiel. C'est pourquoi il disait que l'amitié n'est pas un accessoire de la vie bonne, c'en est la fondation. Dans un des plus beaux passages de l'Éthique à Nicomaque, il affirme « Sans amis, personne ne choisirait de vivre, même s'il possédait tous les autres biens. » Réfléchissez à cela. Tous les biens, mais aucune épaule, aucune écoute, aucune vérité partagée. Quel en serait le sens? Il est peut-être temps de faire un inventaire silencieux, revoir vos connexions, réévaluer vos échanges, repenser à qui occupe une place dans votre cœur et qui ne fait qu'occuper un créneau dans votre emploi du temps. Et plus encore, il est peut-être temps d'être cet ami pour quelqu'un, de ne pas attendre l'amitié parfaite, mais de commencer à la cultiver, à l'entraîner comme un muscle, avec de la présence, du courage et de la vérité. Car s'il y a bien une chose qu'Aristote nous enseigne à travers tout cela, c'est que le caractère se construit aussi dans la relation. On ne devient ni juste, ni sage, ni bon dans le vide. L'éthique ne concerne pas seulement ce que nous faisons seuls, mais comment nous sommes avec les autres. Et les amis sont notre tout premier et plus profond terrain d'entraînement. Maintenant, respirez. Pensez à quelqu'un qui vous a rendu meilleur. Non pas parce qu'il vous a flatté, mais parce qu'il vous a vu. Parce qu'il n'a pas fui quand c'était difficile. Parce qu'il vous a aimé, non pas malgré vos défauts, mais avec eux. Cette personne vaut de l'or. Et elle attend peut-être un signe de vous, un geste, une reprise. Peut-être qu'en ce moment, le lien est fragile. Mais une véritable amitié, comme une plante robuste, peut survivre à la sécheresse, à condition que vous reveniez l'arroser. Imagine ceci, tu as raison, complètement raison. Les faits sont de ton côté, les données le prouvent. La logique est irréprochable, et pourtant, personne ne t'écoute, personne ne te comprend, personne n'est convaincu. Tu as déjà vécu ça? Aristote, lui, l'a vécu, et il n'a pas accepté de se taire. Il a compris quelque chose de brutalement réel, surtout à son époque, mais peut-être encore plus vrai aujourd'hui. La meilleure idée ne gagne pas toujours. La pure raison, aussi solide soit-elle, échoue souvent à toucher les cœurs et à influencer les décisions. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas seulement rationnels. Ils sont émotionnels, fiers, blessés, pleins de peur, de pression, de préjugés. Ils sont humains. Et c'est précisément parce qu'il a compris cela qu'Aristote a créé l'un des outils les plus durables de toute l'histoire, la rhétorique. Mais attention, ne confonds pas cela avec la manipulation. Il ne voulait pas enseigner des astuces d'éloquence pour tromper.
Il voulait armer les justes, offrir des instruments à ceux qui ont de bonnes idées, mais qui ne savent pas comment les exprimer. Parce qu'il a compris ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Avoir raison ne suffit pas. Il faut savoir se faire entendre. Maintenant, respire, parce que ça change tout. Combien de fois as-tu vu une personne mal informée dominer une conversation? Parler plus fort, utiliser des punchlines, des mèmes, de l'ironie, et captiver l'auditoire. Combien de fois as-tu vu des gens intelligents se taire, se refermer, noyés dans un discours technique, froid, correct, mais inefficace? Aristote a vu cela se produire sur les places d'Athènes. Il a vu des orateurs populaires démolir des arguments solides avec juste quelques mots bien choisis. Il a vu des décisions publiques être dictées non pas par la vérité, mais par le charisme. Et il n'a pas fui cette réalité. Il ne s'est pas enfermé dans la tour d'ivoire du savoir pur. Il a choisi de comprendre le jeu et d'enseigner comment y jouer avec éthique. Pour lui, la rhétorique était un art noble, l'art de faire entendre la vérité, de rendre les bonnes idées irrésistibles. Mais comment? C'est là que commence son génie. Aristote divise la persuasion en 3 piliers. Le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, c'est l'appel à la raison, les faits, les données, les arguments. C'est la colonne vertébrale du discours. C'est le quoi tu dis. Le pathos, c'est l'appel à l'émotion. C'est le comment tu dis, le ton, la métaphore, l'image qui touche, l'exemple qui provoque un nœud dans la gorge ou un rire inattendu. C'est le canal qui relie la raison de l'autre à son cœur. L'éthos, c'est le plus subtil et peut-être le plus puissant. C'est ta crédibilité en tant qu'orateur, la confiance que tu inspires, le respect que tu imposes, ou pas. C'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es. Tu peux avoir le meilleur argument, logos, émouvoir profondément, pathos, mais si l'autre ne te fait pas confiance, ethos, tout s'effondre. Tu as déjà vu ça? Quelqu'un dit une vérité, mais personne ne l'écoute parce que ça vient de lui. Voilà. Aristote enseigne que le bon orateur est celui qui équilibre les 3. Il ne vit pas que de faits, ni seulement d'émotions, ni seulement d'autorité. Il sait danser entre ses forces, selon le public, le moment, le sujet. Il observe, il s'adapte, il se soucie. Et ce verbe final, se soucier, c'est ce qui distingue la persuasion éthique de la manipulation vulgaire. Parce qu'Aristote ne voulait pas former des vendeurs d'illusions. Il voulait construire des ponts humains. Former des personnes capables d'atteindre l'autre. Pas pour vaincre, mais pour convaincre avec intégrité. Et c'est plus actuel que jamais. Nous vivons une époque de cris, de bulles, de bruit, de certitudes rigides et d'arguments superficiels. Une époque où ce qui devient viral, c'est ce qui choque, pas ce qui construit. Et dans ce contexte, beaucoup abandonnent le dialogue. Beaucoup pensent « ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter ». Mais Aristote n'acceptait pas ça. Il dirait « si la parole juste n'atteint pas, ce n'est pas la faute de la parole, c'est la faute de la forme. Alors change la forme, reformule, trouve un autre chemin. » Et cet effort, pour lui, était moralement obligatoire. Parce que le silence du juste est complice du mensonge. Combien de fois t'es-tu tu par fatigue, par peur, parce que tu ne savais pas comment le dire? Combien de fois as-tu vu quelqu'un se faire humilier, tromper, manipuler, et tu n'es pas intervenu parce que tu pensais ne pas avoir les bons mots? La rhétorique existe pour ça, pour donner une voix à ceux qui ont quelque chose à dire, et ne crois pas que c'est un talent inné. Aristote enseigne que la persuasion est une pratique, une étude, un polissage. C'est un exercice quotidien d'écoute, d'empathie et de choix des mots. C'est comprendre qu'une idée ne fleurit que dans un sol fertile. Alors, avant de parler, pose-toi la question. Qui m'écoute? De quoi cette personne a-t-elle peur? Qu'est-ce qu'elle valorise? De quoi a-t-elle besoin pour se sentir en sécurité et m'écouter? Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un acte de générosité communicative. Parce que tu ne parles pas pour te montrer, tu parles pour rejoindre l'autre. Pour construire un pont entre des esprits qui, à première vue, semblent séparés par un gouffre. Et voici un détail que beaucoup négligent. L'humour. Aristote voyait l'humour comme une arme noble de la rhétorique. Une bonne blague
bien placée, détend, désarme, invite, crée de l'identification, mais elle doit être utilisée avec sagesse, sans blesser, sans cruauté. L'humour vertueux, pour lui, c'est celui qui apporte de la légèreté sans faire de mal. As-tu déjà essayé de débattre de politique avec quelqu'un qui est totalement en désaccord avec toi et d'utiliser l'humour pour continuer la conversation? C'est magique. Tu ouvres un espace, une petite fissure, et par cette fissure, entre la lumière. Mais que faire quand rien ne fonctionne, quand l'autre est fermé, hostile, imperméable? Aristote n'était pas naïf. Il savait qu'il existe des moments où le silence est plus sage, qu'il existe des publics qui ne veulent pas de dialogue, mais de guerre. Et dans ces cas-là, le philosophe ne dit pas d'insister, il dit d'attendre, d'observer, et si possible, de semer le doute. Car la persuasion n'est pas toujours immédiate. Parfois, ce que tu dis aujourd'hui ne germera que dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et c'est très bien. L'important, c'est de ne pas abandonner le champ de bataille des idées, de continuer à essayer. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ton argument, c'est la santé du débat humain. Maintenant, ferme les yeux un instant. Pense à une conversation importante que tu as évitée, à une vérité que tu as ravalée, à un moment où ton idée méritait sa place. Mais s'est éteint en chemin. Qu'est-ce qui t'a manqué? Du courage, les mots, le tact. Peut-être que la réponse est ici. Peut-être qu'il est temps d'apprendre non seulement quoi dire, mais comment le dire. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de blâmer le monde qui n'écoute pas et de commencer à parler de manière à ce que le monde puisse, enfin, comprendre. Aristote t'offre des outils. Il t'offre la possibilité de transformer tes idées en pont, ton indignation en discours, ton silence en paroles justes. Tu acceptes? Maintenant, regarde autour de toi et demande-toi, combien de décisions que tu prends chaque jour sont vraiment les tiennes? Combien de pensées, d'opinions, d'impulsions que tu portes ont été véritablement choisies et non simplement héritées, copiées, répétées? Cette question semble simple, mais elle est dévastatrice. Parce qu'il se peut que tu sois en train de vivre une vie qui n'est pas entièrement la tienne. Peut-être que tes peurs ne sont pas les tiennes. Tes objectifs, tes standards, tes certitudes, peut-être qu'ils ont tous été plantés par d'autres. Par ta famille, par l'école, par les médias, par la culture, par la précipitation, par la culpabilité. Et tu as suivi. Tu t'es ajusté, tu as essayé de t'intégrer, de survivre. Mais vivre, c'est plus que suivre des instructions. Aristote le savait. Il n'a pas écrit pour nous impressionner, il a écrit pour nous réveiller. Pour nous rappeler que penser n'est pas un privilège réservé aux universitaires, mais une urgence humaine. Que réfléchir à ce que signifie bien vivre n'est pas un passe-temps, c'est un devoir. Et que chaque minute passée sans se demander ce que l'on fait de sa vie est une minute perdue. Sa philosophie n'est pas une collection d'idées abstraites, c'est un cri silencieux, un appel à reprendre le contrôle de notre propre existence. Et cela, aujourd'hui, est plus révolutionnaire que jamais. Nous vivons entourés de stimulation, d'algorithmes qui nous disent quoi regarder, quoi ressentir, quoi vouloir. Nous sommes plongés dans le scroll infini d'opinions superficielles, de querelles numériques, d'indignations fabriquées. Et au milieu de tout ça, notre voix intérieure devient de plus en plus faible, de plus en plus timide, jusqu'à presque disparaître. Mais elle est encore là. Elle parle quand tu sens que tu vis par inertie, quand tu te réveilles en pilote automatique, quand tu répètes des discours que tu ne comprends même plus, quand tu ressens au fond de toi que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi exactement. Cette voix, Aristote l'aurait appelée conscience non entraînée, un potentiel éthique endormi, une invitation à revenir à soi, car penser profondément, c'est cela, revenir. Revenir à l'essentiel, interroger, confronter, écouter, décider avec clarté. Et si cela semble simple, c'est que tu n'as pas encore essayé. Penser vraiment fait mal. C'est comme enlever des chaussures trop serrées après des heures et se rendre compte qu'on avait mal, mais qu'on s'était habitué. C'est comme allumer la lumière dans une pièce qu'on ne regardait plus. C'est inconfortable.
mais libérateur. Aristote ne demande pas des certitudes. Il demande de la vigilance, une attention constante à la manière dont nous vivons, aux mots que nous choisissons, aux personnes que nous laissons entrer, aux gestes que nous répétons sans réfléchir. Il ne veut pas que nous soyons parfaits, il veut que nous soyons lucides. Et la lucidité est exigeante. Elle nous demande d'abandonner le confort de l'ignorance. Elle exige que nous prenions la responsabilité de nos pas, de nos erreurs, de notre transformation. Mais elle donne aussi quelque chose de rare, une liberté réelle, la liberté de penser par soi-même, de ressentir avec intégrité, de vivre avec intention, de ne pas se laisser entraîner par les courants du monde, de soutenir ses convictions, même quand tout autour semble dire qu'on a tort. Car au fond, c'est cela qui est en jeu. Qui veux-tu être quand personne ne te regarde? Quand il n'y a ni applaudissements, ni like, ni validation? Qui es-tu quand le bruit du monde s'arrête? Cette question est philosophique, mais surtout elle est pratique. Elle détermine comment tu aimes, comment tu travailles, comment tu éduques, comment tu débats, comment tu consommes, comment tu votes, comment tu rêves. Elle détermine, avec le temps, le type de vie que tu construis. Et si tu penses qu'il est trop tard pour changer, Aristote te détromperait, car le caractère, selon lui, est malléable. Toujours, l'habitude n'est pas une prison. C'est un outil. Le temps n'est pas un ennemi, c'est une matière première. Tu n'es pas condamné à rester ce que tu as toujours été. Tu peux te reconstruire et cela ne se fait pas par miracle, cela se fait par choix. Un choix quotidien, un choix fatigué, un choix convaincu, un choix silencieux. C'est cette insistance qui forme un être humain vertueux. Ce n'est pas la théorie qui sauve, ce sont les gestes répétés. C'est le pardon difficile, c'est le silence nécessaire, c'est le non que tu dis quand il serait plus facile de céder, c'est le oui que tu maintiens quand il serait plus simple de fuir. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as senti à un moment de cette réflexion que quelque chose en toi a bougé, ne laisse pas ça s'éteindre. Cette sensation est une graine. Mais il ne suffit pas de la sentir, il faut la planter, il faut l'arroser, il faut la cultiver. Et tu n'as pas à le faire seul. Cette chaîne existe pour cela, pour être un lieu de culture intérieure, un espace de pensée, de résistance, de profondeur, dans un monde de surface. Un endroit où poser des questions est plus important que d'avoir des réponses, où l'inconfort est le signe que nous sommes en vie. Abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo si elle t'a fait t'arrêter. Partage-la avec quelqu'un qui confond encore vitesse et direction. Et commente ici en bas, quelle pensée es-tu prêt à abandonner? Et laquelle veux-tu commencer à construire? Écris avec courage. Écris comme quelqu'un qui assume le protagonisme de sa propre transformation. Et merci, sincèrement, merci. Merci de ne pas avoir fui l'inconfort, d'avoir affronté ton propre reflet, d'avoir marché jusqu'au bout. Cela te place dans un groupe rare, celui de ceux qui se permettent encore de ressentir, de penser, de changer. On se retrouve bientôt, car la philosophie, la vraie, ne s'arrête pas ici. Elle commence maintenant, en toi.